nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, avec les rubriques habituelles du mercredi matin et surtout nos invités. Alors, Aïda Mchri aujourd'hui va recevoir donc des invités. Ils nous viennent de Sidi Blabès. Ils nous parleront de la dyslexie. Donc, c'est une association et le président de l'association Dyslexie Sidi Blabès, il sera parmi nous et on traitera justement de ce trouble de l'apprentissage, la dyslexie. On en parlera en détail avec Aïda Mchri. Et puis dans la rubrique environnement, comme chaque mercredi matin, Hamid Belkhassam viendra nous parler de la journée mondiale de l'eau. C'est donc fêté le 22, mais bien sûr aujourd'hui nous allons en parler puisqu'il y a un concours qui tourne et qui gravite autour de cette journée mondiale de l'eau. Cette denrée est tellement rare, nous allons en parler avec des projets organisés surtout avec l'Envredette, l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement. Nous allons bien sûr en parler avec des invités, des représentants donc de différents bords, donc de l'Envredette et aussi de l'Agence thématique de recherche scientifique et technologique. Ils seront sur notre plateau pour nous en parler en détail. Nassiba Jaïdir, dans sa rubrique Mosaïque, aujourd'hui, elle recevra une jeune artiste peintre. On verra aussi son exposition. Il s'agit de Neriman Roulamlah qui sera parmi nous. Et puis, bien entendu, aussi dans l'actualité culturelle, beaucoup d'événements ont marqué cette semaine, la semaine dernière également, avec le Salon de l'informatique. Nous recevrons deux représentants et fondateurs de la société Plexus Maz. Donc, ils représentent une société informatique en télécommunication. On en parlera tout à l'heure avec eux. On fera un gros plan sur leur société. Et puis on parlera bien évidemment aussi, on reviendra sur le salon de l'entrepreneuriat féminin avec la représentante du ministère de la Culture. Il s'agit donc de Nadia Cheriet qui sera parmi nous et on verra bien sûr un reportage pour en parler en détail et décortiquer tout cela. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. On n'oublie pas que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Voilà, tout au long de l'émission, on aura le plaisir donc de retrouver notre sponsor. Et puis, je vous laisse tout de suite en compagnie d'Emel Haribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Allez, on est le 17 mars. Si tout va bien. Bien sûr. Et dans quelques jours, on fêtera aussi la journée de la météo. C'est le 23. 23 mars. Donc vous allez journée faire la fête, internationale. Avec tous vos collègues. Inch'Allah, on va voir. On s'arrêtera sur ces changements climatiques, exactement, sur ces perturbations, bien sûr, des conférences. Oui. On va débattre sur ça, oui. Très bien. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Parfait. Donc vous allez nous donner les nouvelles du ciel. Oui, malheureusement, il y aura du beau temps, mais quelques pluies vers l'est. Il fait frisquer le matin. Frisquer. On attend les pluies, mais mon rhume. Ouais. Faites attention, couvrez-vous bien. Allez, on vous laisse nous présenter la météo. Merci Mel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt dégagé à partiellement voilé, après dissipation de brumes en ce début de matinée sur les côtes ouest et centre, mais quelques pluies prévues vers l'intérieur et le haut plateau de l'ouest. Par contre à l'est, eh bien le ciel restera passagèrement nuageux, parfois dense ces nuages qui peuvent donner quelques pluies l'après-midi. À noter des vents assez forts près des côtes pouvant atteindre les 50 km/h. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Sahara central, également le Sahara oriental où on aura possibilité de quelques averses par endroits vers l'extrême sud, le Sahara central et le Sahara oriental. Ailleurs, le ciel restera partiellement voilé, avec toutefois des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles atteindront durant cet après-midi les 14 degrés du côté de Constantine, Batna, 19 Tizi Ouzou, Alger, 17 à Annaba, 18 Gardaïa, Al-Beyod, 22 degrés à Oran, 20 degrés à Tlemcen, au sud 22 du côté de Biskra, 31 Ilizi, 28 degrés à Tamanrasset, Adrar, 30 à Tindouf et le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mokhtar et Ingzam avec 35 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, très agitée par contre sur les côtes est. Les vents souffleront entre 40 et 50 km/h sur les côtes ouest, 20 à 40 km/h sur les côtes centre avec des vents de secteur est à nord-est et 30 à 40 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest.
On va faire un petit tour du côté de la partie sud de l'Afrique où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé. À Abuja, Addis Abeba, également Nairobi. Des pluies orageuses, Lusaka, Antananarivo, également Abidjan. Plutôt ensoleillé à Windhoek et le Cap. Le mercure affichera 31 degrés à Bangui, 36 le maximum à Abuja, 31 degrés à Abidjan, 27 Addis Abeba, Nairobi, 26 degrés à Antananarivo, également Lusaka, en passant par les 29 degrés à Windhoek. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Alors, merci beaucoup, Amel. C'est moi, Amel. Alors, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, 19h. oui. Vous avez pu entendre tout à l'heure notre musique de fond pour le sommaire. Oui. C'était Mohamed Rouel. Mohamed Rouel. Et là, on va vous accompagner en retour. Vous allez repartir avec une belle musique Je vais aussi, voir. une belle chanson. C'est un duo, c'est Sting. vous avez peur des surprises, hein? J'ai peur des surprises de Hanan. C'est les coups de notre script Hanan. Oui, elle m'a fait une surprise hier. C'était une belle chanson pourtant. Ouais. Alors, on va vous laisser repartir avec une belle chanson. C'est un duo, c'est Sting et Mélodie Gardot qui chantent Little Something. De retour sur le plateau, nous avons donc le plaisir de retrouver Aïda, comme chaque mercredi matin, dans la rubrique psychologie. Aujourd'hui, elle n'est pas seule, elle est accompagnée donc d'autres invités qui nous viennent de Sidi Bel Abbès. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Super bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on va pas plein être seul. d'énergie. Tout à fait. Plein d'énergie. Plein d'énergie, ravi de rencontrer nos amis et voilà, surtout pour échanger une thématique aussi importante et aussi. Tout à fait. Et nos invités nous viennent de Sidi Bel Abbès. Marhaba bikoum. Je vais commencer par les dames. Madame Berksi Rezlen, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Vous êtes donc maman d'un enfant dyslexique. C'est ça. Aujourd'hui, on parlera donc de cette thématique, on traitera de cette thématique. Monsieur Benyeles Adnan Benyeles, vous êtes le président de l'association Dyslexie Sidi Bel Abbès. Marhaba bik. Merci. Voilà. On va peut-être dire quand est-ce que cette association a été créée déjà?
C'est une association qui a été créée très récemment. Bon, elle a une année d'existence. Et bon, on essaye d'activer par rapport aux circonstances actuelles du Covid, bien entendu. Et bon, on a repris quelques activités ces derniers jours. Très bien. Voilà. Alors, il faut expliquer ce que c'est que la dyslexie. Donc, je vais laisser le soin aussi à Aïda de nous en parler. Moi, je suis vraiment très contente de retrouver des professionnels, maman aussi, d'un enfant qui pourra témoigner, parler doucement comme ça, expliquer que voilà, dans le processus scolaire de nos enfants, il y a quelque chose. Des fois, ils vivent des expériences, ils ont des dysfonctionnements, ils ont des difficultés très particulières dans l'apprentissage qu'il faut vraiment nommer. Aujourd'hui, vous savez, dans le taux total comme ça, on a plus la rapidité de dire un échec scolaire, il ne sait pas lire, il est paresseux, il ne travaille pas suffisamment. Et voilà, il y a quelque chose comme ça. Surtout si on accompagne nos enfants pour qu'ils apprennent quelque chose, lire quelque chose. Et très longtemps, c'est resté comme ça on a comme l'impression d'écouter, de dire, voilà, que voilà, on a beau à lui apprendre, mais voilà, il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas. C'est comme si il a la capacité de faire et il ne fait pas. Aujourd'hui, probablement, si je m'arrête aujourd'hui, grâce à cette belle thématique, c'est de pouvoir dire que ce sont des enfants victimes un tout petit peu de ce vécu. Qu'ils ont besoin d'être accompagnés, étayés, ils ont besoin d'être soutenus pour un processus de diagnostic d'abord, mais aussi tout un processus de rééducation pour leur permettre de travailler justement cette difficulté et de pouvoir l'adapter pour un monde futur. Sinon, vous savez, si on ne parle pas de ça, il n'y a pas un enfant parfait. Voilà. Il y a un enfant qui présente chacun avec ses différences et ses belles différences, on va dire. C'est pour ça que ce n'est pas nommé comme une maladie, mais plutôt comme une différence. D'accord. Et voilà. Parfait. Vous avez décrit parfaitement ce fléau et ces troubles justement dus à cette façon d'être. Parce que les enfants, quand ils naissent avec leurs caractéristiques génétiques. Leurs différences. Et là, on découvre par la scolarité, peut-être Madame va nous confirmer ça, pour déterminer et détecter justement ces troubles à commencer par l'écriture et la lecture. Voilà. C'est pour ça que notre but comme association, pour accompagner ces enfants dans leur scolarité. Exactement. Et éventuellement apporter une aide aux enseignants d'ailleurs, parce que c'est l'acteur numéro un dans ce diagnostic justement, qui Exactement. Est au préalable, c'est une question d'observation dans la scolarité de l'enfant. Voilà. Alors, est-ce que dans les générations passées, c'était des troubles qui passaient peut-être inaperçus et qu'on mettait ça, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'échec scolaire? Moi-même, professionnelle, vous savez, j'ai pris beaucoup le temps de comprendre et d'accompagner ces élèves. Ils m'ont appris à lire. Oui. Vous savez, ce n'est pas évident. Même la théorie, elle ne nous donne pas le tout. Mais ce sont ces élèves qui nous ont montré que voilà ce qui était évident pour nous. Vous savez, la lecture, c'est un apprentissage. Oui. Hein, on apprend à manger, on apprend à marcher, on apprend à parler. Tout est un apprentissage. Quand est-ce qu'on s'inquiète? On s'inquiète quand il y a régression. Quand on apprend, et puis il y a quelque chose qui nous remet à la case départ. Et à ce moment-là, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à partir de là qu'on comprend que aujourd'hui on parle de la dyslexie. La dyslexie, c'est de pouvoir regarder la lettre, voir, visualiser avec schéma la lettre. Et puis vous savez, chez nous, dans le cerveau, ces cellules, elles ont la magie de pouvoir décoder et déchiffrer un tout petit peu le sens. Le B, le D, ça se ressemble, le P, ça se ressemble un tout petit peu, comme dans la langue arabe. Ta, ou tha, ou le ha, ou le kha, ou le sin, le shin. Question de points. Question de points, voilà. Et puis non, plus que ça, parce que vous savez, ta, on peut le mettre avec 2 points, un trait distinct, mais on peut le mettre aussi avec un trait comme ça. Ta, avec un chapeau. Voilà. Ce cerveau, il a la magie de nous donner aussi le décodage, le bon décodage pour pouvoir dire Thuraya ou Thara, comment je pourrais le lire dans les différentes phrases, si je parle un peu à l'élève algérien. Et c'est à partir de là qu'on comprend que, il y a quelque chose dont
ce décodage, quand on veut que l'élève me redit ce qu'il a vraiment synthétisé, travaillé à l'intérieur, il n'a pas la capacité de le faire. Quand il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur et il n'y a pas le processus de pouvoir vraiment nous rendre un tout petit peu cette formule, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'il y a un dysfonctionnement, d'où les maladies de les dyslexies, je préfère un trouble. Je préfère trouble parce que la maladie, on parle d'autre chose, d'une pathologie beaucoup plus. Absolument, vous êtes bien placé aussi pour nous en parler. C'est du vécu, puisque Madame Berixi, vous avez un enfant donc dyslexique. Vous l'avez donc diagnostiqué assez tôt à l'apprentissage, à l'école, à la maison? Au début, c'était ses professeurs qui ont détecté son trouble. Donc sa maîtresse me disait toujours qu'elle avait une lecture saccadée, une lecture très lente. Elle mettait beaucoup plus de temps pour décoder ou déchiffrer le texte. Donc par la suite, si elle est dans un examen, donc elle n'a pas beaucoup de temps pour répondre. Donc la note, elle est toujours à moitié. Donc c'était très difficile de l'accompagner, de trouver des spécialistes, de trouver des orthophonistes surtout, de faire le diagnostic exact par et de l'accepter surtout. De l'accepter. Parce que on a accepté, moi et son père, on avait accepté. On dit toujours, c'est peut-être pas vrai, on va consulter d'autres médecins, etc. Moi, j'étais perdue au début. J'étais perdue, je ne savais pas ce qui se passait. Je voyais ma fille qui ne lisait pas correctement par rapport à sa sœur, parce qu'ils ont presque une année de différence. La deuxième, elle faisait une lecture parfaite. Mais l'aînée, elle faisait une lecture un petit peu... Vous avez essayé de l'aider à la maison, j'imagine. J'ai essayé de l'aider, mais ce n'était pas possible. Il fallait un spécialiste qui la suive. C'est tout. Sûr. On peut pas suivre un dyslexique. En même temps, elle est dyscalculique, pas seulement. Elle a une dyslexie, une dyscalculie et une dysorthographie. Souvent, ça marche ensemble. Oui, la dysorthographie avec la dyslexie. Donc, on trouve des difficultés jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, bien sûr, ça a donné ses fruits, le fait de travailler avec des spécialistes. Elle est au lycée, alhamdoulilah, elle est en première année secondaire. Mais toujours est-il, elle a beaucoup de difficultés à gérer son parcours, de gérer son parcours, parce que c'est très, très, très difficile. Voilà. Moi, et dans la vie professionnelle, j'imagine que ce sera aussi très difficile. Donc, quand c'est pris en charge avec vous, par exemple, en tant qu'association, vous arrivez à aider justement les parents? Sincèrement, c'est le parcours de Cyril qui nous a amené à réfléchir et à créer cette association. Et pour justement faire découvrir ce phénomène sociétal à toute la société. Et je voudrais signaler justement la bonne volonté de la direction de l'éducation de la wilaya de Sidi Bel Abbès qui nous donne main forte pour instaurer et élaborer un programme d'investigation au niveau des établissements scolaires. Et à partir de là, nos spécialistes, nos psychologues et orthophonistes nous aident à faire un test de dépistage qui va durer peut-être un trimestre ou 2 trimestres. On va voir ce que ça va donner. Voilà. On a une affiche que vous nous avez ramenée aussi. Oui, pour éclaircir un petit peu le phénomène et lire ce que c'est que les troubles 10. Voilà, les troubles 10. On en a souvent parlé dans notre émission, dans Bonjour d'Algérie, avec Aïda, avec donc la prise en charge aussi de cette différence, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, comment doit-on procéder pour les démarches donc, Justement, si on parle de tout ce qui est vécu de l'intérieur dans la théorie, elle nous donne énormément ces processus, parce que vous savez, c'est important de diagnostiquer, de mettre le doigt sur un mal. Même en arabe, dans la langue arabe, on dit ça veut dire qu'on a un peu le cheminement et on a le processus. La maman nous explique très bien comment ses élèves
travaillent et ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment rebondir avec les sentiments, avec les sentiments d'échec, avec le regard de l'autre, avec leur vécu. Il y a quelque chose comme ça qui se travaille. D'un côté, dans la rééducation qui est dedans, technique, un travail dans lequel on améliore nos compétences. De l'autre, c'est cette psychologie dans laquelle on a un mental très solide pour pouvoir vraiment comprendre que probablement, vous savez, aujourd'hui on parle d'un élève, mais permettez-moi aussi de dire qu'il y a des adultes qui vivent avec ça. Et aujourd'hui, ce sont ces adultes professionnels. Comme ça part pas dans le temps, c'est quelque chose qui peut rester très longtemps. Peut-être que ce sont ces personnes qui, voilà, se nourrissent un tout petit peu. Votre présence, madame, quand vous donnez à votre fille cette force de pouvoir rebondir, trouver l'énergie, et puis voilà, s'inscrire à nouveau, faire l'effort de diagnostiquer justement pour récupérer ces élèves qui ont besoin d'un travail très particulier, ciblé. Parce que ça, il faut expliquer aujourd'hui, si on parle de dyslexie comme ça, il faut dire que dans le diagnostic, on élimine tout ce qui peut être facteur en parallèle. Ça veut dire que ce sont des enfants normaux. C'est énorme comme travail. Ce sont des enfants normaux qui ont l'intelligence qu'il faut, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils savent faire tout ça. Mais dans l'échange, il y a quelque chose qui fait tilt. Voilà. Vous l'avez bien dit, c'est le cerveau qui doit décoder et il y a un problème au niveau du cerveau. Si tu me permets, aujourd'hui, j'attire l'attention parce qu'il y a des mamans qui nous écoutent et des parents peut-être pour bien bénéficier de ça. Il y a des enfants qui n'ont pas cette force de pouvoir rendre le coup, ça veut dire le retour du mouvement, la dyspraxie, ceux qui n'ont pas la force de monter dans un chiffre et de diminuer, la dyscalculie, ceux qui n'ont pas la capacité d'écrire deux lettres de suite. Ce sont des dysfonctionnements, on les invite, comme vous le faites comme ça, à construire des associations et aussi sensibiliser les parents pour pouvoir les récupérer et les aider pour un monde meilleur. En tout cas, merci pour tous ces éclairages, Aïda. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps dans notre émission tout le temps pour essayer d'exposer un maximum de détails. Permettez, rapidement pour rebondir sur, pour terminer ce qu'elle vient de c'est les pouvoirs publics qu'on est en train d'appeler ici. Interpeller pour nous faciliter au moins les autorisations pour aller faire ce dépistage et éventuellement faire participer les secteurs concernés comme la solidarité, la santé publique et la formation professionnelle, parce que c'est très important, les auxiliaires de vie qui sont un acteur formidable pour justement avoir des résultats pour ces enfants. Et plus de formation de ce côté-là. C'est ça. Exactement. À faire des signalements aussi quand il y a des enfants victimes, là où ils sont victimes de situations. Le numéro vert restera à votre service dans tous les walayas de mon pays pour pouvoir aider justement cette catégorie d'enfants. Merci beaucoup, merci Aïda, merci à vous, Monsieur Benyeles, d'avoir été d'être venu spécialement de Sidi Belabès. Madame Erixi, merci. Bon courage. Et puis un grand salut aussi à votre fille et on lui souhaite une très belle réussite, Inch'Allah. Voilà. Bon courage à vous. Voilà. Merci et à très bientôt. On se reverra probablement avec votre association. Je l'espère, Inch'Allah. On continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Taoussat Hamouda qui s'est intéressé aux livres sensoriels. Faiza Toumi a mis sa carrière de côté et a décidé de se consacrer entièrement à son projet. Et depuis à peine 3 mois, elle a pu ouvrir les ateliers Tefli où elle réalise des livres sensoriels. Elle qui rêvait d'être chef d'entreprise, aujourd'hui, elle emploie une dizaine de femmes. Sa source d'inspiration, ce sont ses 3 enfants. Le livre a été fait pour la première fois pour mes enfants. Alors, ils étaient accros, scotchés en face de la télé, tout ce qui est écran, comme la tablette, comme la télé. Alors, il fallait trouver quelque chose qui attire leur attention, quelque chose aussi attirant pour les empêcher de voir la télé. Alors, j'ai cherché, je suis tombée sur le livre, un livre fait par le tissu, mais je ne suis pas couturière pour faire la même chose. Il fallait trouver une idée comment faire ces activités, comment les réaliser autrement. Et je suis tombée sur la matière, la bonne matière, je l'ai réalisée pour la première fois. Puis, l'idée est devenue un projet. Pour fabriquer ces livres, Faiza s'inspire de la méthode Montessori. Elle travaille en collaboration avec des psychologues et orthophonistes. Ces livres d'éveil multicolores stimulent les jeunes enfants et l'apprentissage devient tout simplement ludique. Un livre interactif, un livre où l'enfant peut jouer, peut apprendre en jouant. Voilà, c'est la méthode Montessori. Qui veut dire, en jouant, il va apprendre beaucoup de choses sans savoir qu'il est en train d'apprendre.
Afin de répondre aux désirs des petits explorateurs insatiables, Faiza utilise beaucoup de couleurs et plusieurs textiles pour les activités sensorielles. Elle a aussi introduit plusieurs jeux pour développer la motricité, la réflexion et l'imagination des enfants. Ça, c'est un livre pour un enfant âgé entre 5 et 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Il y a 2 palettes de couleurs. Ceux qui ne connaissent pas les couleurs, ils vont apprendre les couleurs, bien sûr. Pour ceux qui connaissent déjà les couleurs, c'est un jeu de mémoire. Ça veut dire, il y a des dots, des pièces ici, des couleurs. Il va les voir, on va les classer. Il va les voir, on va les cacher. Il va remettre selon les couleurs qu'il a mémorisées déjà avant. Après, on va retirer tout doucement pour voir est-ce que c'est les bons résultats ou non. Notre drapeau, la carte. Ici, il y a toutes les pièces nécessaires pour composer les 4 saisons. Voilà, les petits calculs. Par exemple, un petit calcul, je ne sais pas, 3 plus 2. Voilà, 3 plus 2 et en chiffres, 3 plus 2. L'heure, il peut même placer les chiffres. Ça, c'est un jeu de concentration et de coordination entre les yeux, la main et le cerveau. On a une canne à pêche. Voilà. Il y a le crochet et la boucle. C'est un jeu qui demande une concentration et même la patience. 2, 3, 4 penguins that run by the door. Faiza Toumi est une femme ambitieuse. Elle ne compte pas s'arrêter là. Des projets, elle en a plein la tête. En plus d'agrandir ses ateliers, elle compte réaliser des livres pour les enfants autistes et non-voyants. Voilà, après les projets pour les petits, cette fois-ci les projets et les concours pour les plus grands et les universitaires notamment, avec bien sûr un programme qui a été tracé par l'Envredette, par aussi donc parler aussi donc de la Journée mondiale de l'eau. Et donc pour en parler, nous avons Hamid Belkissem comme chaque mercredi matin. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Bien. Ce sont des projets pour les grands, mais au profit des petits aussi. Hein. Tout à fait. C'est un investissement durable. Exactement, de nos générations futures. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous avons donc des invités pour parler bien sûr de cette journée. Madame Boulaïch Wassila, bonjour. Bonjour Madame, merci pour bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc chef département innovation au niveau de l'Envredette, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Vous avez initié un très beau projet, concours sur tout le territoire national, c'est ça? Exactement Madame. Nous avons lancé le concours national du choix du meilleur projet de recherche dans le domaine des ressources en eau, qui a été lancé le 1er mars et le deadline était atteint le 15 mars. Voilà. Et puis on en parle beaucoup ces dernières années, de plus en plus cette journée mondiale. On veut plus vulgariser autour donc de l'économie de l'eau et surtout comment travailler intelligemment avec les spécialistes qui gèrent l'eau et les projets aussi qui entourent bien sûr l'utilisation de l'eau, cette ressource. En fait, l'initiateur, c'était l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, c'est AGIR, en partenariat avec la TRST, l'Agence thématique des ressources, l'Agence thématique de recherche en sciences et technologies avec l'Envredette, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, qui ont travaillé conjointement pour l'organisation de ce concours dans les domaines de ressources en eau pour gérer sous le thème de cette seconde édition, c'est encourager l'innovation pour une gestion optimale de l'eau. Exactement. Voilà. Et bien sûr, Hamid, très souvent. L'eau, vous savez, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'Algérie, bouleversement climatique oblige, l'Algérie aujourd'hui un pays semi-aride. On se dirige inéluctablement vers l'aridité. Donc il faut des solutions technologiques. Juste, quels sont les centres de recherche ou les universités qui ont participé? Quel nombre, dans quelle spécialité, Madame Boulaïch? Nous avons lancé l'appel, comme je l'ai précédemment évoqué, le 1er mars. L'appel était ouvert à tous les chercheurs ayant des projets un petit peu matures, ayant des prototypes pour participer. Nous avons reçu à la clôture du deadline de la soumission 79 projets. Donc
parmi les 79 projets, nous avons reçu des projets issus des universités, des centres de recherche. Même il y a des petits jeunes, des jeunes fraîchement diplômés issus des universités qui ont aussi participé et soumis leurs projets. Pour ça, il a fallu s'inscrire, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous avons pour ça conçu une fiche d'inscription online où le porteur de projet il est appelé à remplir les différents champs de cette fiche d'inscription. Il y a aussi le descriptif de son projet, il y a le domaine d'appartenance de son projet, il y a aussi le degré de maturation de son projet. Est-ce qu'il y a un brevet? Est-ce que le porteur de projet possède un brevet, possède un plan d'affaires ou bien possède un prototype? Comme ça va nous permettre d'évaluer davantage son projet et de faire une présélection idoine selon les critères, selon le projet soumis. Il n'y a pas que des hydrauliciens, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a des chimistes. Il y a des hydrauliciens, il y a des biologistes, il y a différents domaines qui ont... Exactement. Parce qu'on aurait tendance à croire que justement c'est l'affaire de beaucoup plus donc, de ces hydrauliciens qui penseraient à faire donc, de l'économie. On a besoin d'abord de gestionnaires, donc de la gestion. On a besoin dans les ressources en eau d'automaticiens. Le système de goutte à goutte, on a besoin d'automaticiens pour pouvoir transformer le degré d'humidité dans l'eau avec un automate très simple pour délivrer ce qu'il faut. On a besoin de chimistes pour lier les deux. On a besoin d'intrants. Il y a là aujourd'hui la ferti-irrigation, c'est-à-dire dans l'eau et surtout dans le système de goutte à goutte, insérer des engrais, des produits phytosanitaires. On a besoin d'énergéticiens dans le sens où il faut de l'énergie photovoltaïque. De la transhumance. Il faut placer à espace régulier des abreuvoirs pour les bêtes. Donc il faut tout cela dans l'eau, mais il faut aussi, je ne sais pas si les thématiques ont été toutes les thématiques ont porté sur les eaux conventionnelles ou sur les eaux non conventionnelles. Est-ce qu'il y a du dessalement? Le recyclage. Les thématiques se déclinaient. On a choisi 4 thématiques. C'est l'intelligence artificielle pour la gestion de l'eau. On a choisi le traitement des eaux, dessalement et des pollutions de l'eau. On a choisi l'assainissement et les réseaux hydrauliques de l'eau. Donc alors, puis on a rajouté, on a ouvert une petite brèche pour toute autre proposition qui va traiter l'eau, qui a une relation avec l'eau, parce qu'il y a des projets qu'on ne peut pas imaginer, on va les trouver dans les soumissions. Et puis bien sûr, à la fin, on aura bien entendu les lauréats sur notre plateau, j'espère, bientôt. Inch'Allah, oui, Inch'Allah, à partir du 22. Voilà, la célébration, c'est le 22. Normalement, ça sera à Timimoun, célébration, finalement. Normalement, ça va se dérouler ici, sur Alger. Oui. Très bien. Les organisateurs, nos collaborateurs de Agir, ils ont organisé, ils ont préféré d'organiser ici à Alger. D'accord. Il va falloir qu'on prévoie une réception pour les lauréats, ici même. La première semaine du mois d'avril, les résultats seront connus. Les résultats seront connus dès le 22. Inch'Allah, oui, dès le 22, Inch'Allah, les résultats seront annoncés. On ne peut pas donc divulguer quelques projets qui ont été plus intéressants par rapport à d'autres? Je préfère rester dans le secret parce qu'aujourd'hui, on va commencer à travailler le coaching, côté coaching, sur le management, marketing, communication et le côté financier parce que c'est des chercheurs qui n'ont pas cette casquette. On va les briefer, les initier dans ce domaine pour savoir comment communiquer. C'est le rôle de l'Envredette. Voilà, c'est le rôle de l'Envredette pour savoir communiquer leurs projets d'une façon commerciale, d'accord? Après le coaching, on va faire la sélection finale qui va se dérouler, Inch'Allah, le 20 de ce mois. Après, on va annoncer les lauréats le 22, le jour de la cérémonie de la journée mondiale de l'eau. Madame Oulaïch, peut-être une information. Il y a de jeunes talents qui ont soumissionné. Il y a un accompagnement des petites entreprises, des startups en perspective. C'est le but du jeu peut-être? Bien sûr, cette édition se veut, c'est une occasion pour sélectionner les meilleurs projets et ce n'est pas pour le plaisir de les sélectionner, mais pour les accompagner à créer leur start-up ou bien pour faire le transfert de leur technologie vers le secteur potentiel. Et c'est la première fois où plusieurs bords se réunissent pour ce beau projet et vous n'étiez pas les seuls, vous aviez aussi un représentant de l'agence thématique de recherche en sciences technologiques
Belgique et un autre département aussi. Oui, voilà, il y a Vous étiez trois. Hein. Voilà, il y a le représentant de la TRST, il y a aussi l'Agence nationale Agir. De gestion intégrée des ressources en eau. On en a besoin. Hein. On en a besoin. On en a besoin parce que bon, l'eau, on ne le dira jamais assez, c'est la vie. Il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde, donc, mais il y aura de l'eau si on sait la consommer et l'utiliser avec intelligence. D'accord. Et bien entendu, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, toute l'actualité tourne autour donc, de cette gestion intégrée donc, de l'eau. C'est important de pouvoir en parler davantage, de plus en plus. De plus en plus, mais intégré. Vous savez, il y a du management dans l'eau. Au jour d'aujourd'hui, il y a des multinationales qui gagnent beaucoup d'argent, qui créent de l'emploi et de la richesse en gérant l'eau. Il y a aussi de la technologie pour aller chercher l'eau où elle se trouve. Il y a de la technologie et de l'intelligence pour recycler l'eau et pour utiliser de l'eau avec parcimonie. Dans certains pays, les législateurs ont fait d'avoir dans tout ce qui est ce qu'on appelle les établissements recevant le public, les ERP, vous avez des systèmes économiseurs d'eau dans les établissements scolaires, dans les établissements universitaires, dans les grandes surfaces. Il y a un système avec une cellule, vous passez votre main sur le robinet, l'eau se déclenche, ou il y a un bouton poussoir. Voilà. Malheureusement chez nous, l'abondance a fait qu'on ne se soucie pas assez de l'économie de l'eau. Mais je pense qu'avec ce genre d'initiative, c'est la deuxième, j'espère qu'il y en aura d'autres, et d'autres qui seront peut-être un peu plus affinées et consacrées à l'économie de l'eau. C'est une ressource non renouvelable. Voilà, et puis avec la contribution d'autres organismes comme l'ONID par exemple, qui travaillent dans la récupération des eaux usées et de la réutilisation bien sûr de ces eaux, bien entendu le traitement des eaux, etc. On en parlera. Dans certaines industries aussi, on peut utiliser une eau qui est recyclée, qui est traitée. Exactement. Voilà. Oui. Peut-être même aller jusqu'à la récupération des eaux de pluie. Vous savez, dans beaucoup de pays, on a des toitures inclinées pour, dans les régions isolées, récupérer les eaux de pluie. Exactement. Dans toutes les îles, toutes les habitations. Dans les phares d'Algérie, quand vous allez aux îles Habibas, il n'y a pas d'alimentation en eau potable. Donc au niveau des îles, quand vous allez à la Scrème, dans l'Ermitage, on récupère les eaux de pluie. Voilà. Donc c'est une technique qui est low cost et qui peut donner de très bons résultats. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette belle initiative. On souhaite bonne fête à tous ceux qui vont célébrer la Journée mondiale de l'eau et tous ceux qui travaillent avec bien entendu ces beaux projets. On y reviendra bien évidemment avec les lauréats sur notre plateau. Exactement. Voilà. Merci. Rendez-vous écrit et ça coûte de source. Voilà, tout à fait. Et on n'oublie pas qu'on fêtera aussi demain la journée de l'écologie, du recyclage. Du recyclage. Voilà. On parlera aussi d'eau recyclée. Très bien. Merci Hamid Belkacem. À mercredi prochain, Inch'Allah. Merci Madame Boulaïch Wessila. Je rappelle que vous êtes chef département innovation au niveau de l'Envredette. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Voilà. On vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nesrine Ben Saidi qui s'est intéressée au salon ICT Maghreb. Regardez, on se retrouve juste après. Faire des TIC un levier économique important, un objectif à travers l'ouverture du salon ICT Maghreb qui, durant 3 jours, sera un espace d'échange et d'opportunités d'affaires. Nous sommes en train d'élaborer une politique nationale de numérisation. Nous travaillons dans le cadre de quelques axes de réflexion pour former aussi des ressources humaines en la matière et aller sereinement vers plus de numérisation. Le but à travers ce salon est aussi d'encourager la diaspora à revenir en Algérie pour participer activement à bâtir un nouveau modèle économique. Et on a déjà un certain nombre de start-upers algériens qui avaient démarré leur aventure entrepreneuriale dans notre pays, qui sont en train de revenir en Algérie. Donc c'est quelque chose, c'est un message qui est très positif. Cette rencontre networking constitue une opportunité pour s'informer sur les grandes tendances du marché et découvrir de nouveaux projets. L'activité TANA, c'est inciter la catégorie de gens, les agriculteurs, à utiliser les TIC, les moyens technologiques, les moyens de main, surtout pour les paiements, tout ce qui est TPE. C'est important pour nous d'être présents et de profiter de cette présence non seulement pour communiquer autour de ce que nous faisons, nos produits, nos services. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ce salon, c'est pour sortir et partager ce qu'on a pu réaliser avec le groupe Sonagaz pour le marché national et pourquoi pas régional et africain. On souhaiterait par-dessus tout, c'est de pouvoir surtout avoir une
une motivation réelle, faire hisser notre secteur du numérique et de la digitalisation sur les plus grands cieux. ICT Maghreb s'affirme également comme une plateforme de réflexion sur l'actualité et l'évolution des TIC. Et voilà, nous avons donc des personnes qui étaient au salon, à ce salon même. Donc pour nous en parler, nous avons Abdelrahman Amin, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. On a été invité au salon Maghreb ICT. C'était très intéressant comme initiative. Il y avait beaucoup d'entreprises intéressantes. En fait, on a échangé quelques cartes de visite avec certaines entreprises. Voilà, exactement. Alors, je rappelle que vous êtes donc le fondateur de la société Plexus Maz Ltd, c'est ça? Oui, c'est notre société. Enfin, c'est une start-up. On l'a créée récemment. C'est une société IT. On va en parler. On va présenter votre collègue. Voilà, aussi, c'est Mehnaoui Samir. Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alhamdoulilah. Vous êtes donc cofondateur de cette entreprise. Oui. Vous-même, vous avez eu un parcours, vous avez eu une formation dans le domaine des TIC, c'est cela? Exactement. Vous avez été donc, vous avez Master 2 en technologie, télécommunication et réseau. Et à Béjaïa. Voilà. Oui, à Béjaïa, exactement. Voilà. Et vous avez donc, vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de créer votre propre entreprise. Non, en fait, on est dans la même famille, on est des cousins, donc on a été intéressés on était passionnés par l'informatique et tout ce qui est télécom, tout ce qui est technologie, etc. Donc on a décidé de vouloir faire un truc aujourd'hui, l'avenir, voilà, c'est les TIC. Hein. Exactement, voilà. Exactement. Et on a beaucoup d'opportunités à pouvoir donc, mettre en place des projets. Et comme vous avez fait d'ailleurs, vous êtes parti au salon pour rencontrer du monde. Surtout que votre société a été créée tout récemment, en octobre 2000 En octobre 2020, oui. 2020, voilà. C'est un projet qu'on a élaboré afin d'aider les autres entreprises et leur donner des solutions IT. Oui. Notre but est de rendre la facilité à certaines entreprises afin qu'ils n'aient pas de problème Enfin, il y a certains virus et tout. Donc, et de créer les antivirus afin de se protéger. De se protéger, voilà, parce qu'il y a certains virus qui sont dans le réseau et tout. Donc nous, on a ce projet-là afin de les rendre plus accessibles à un large public. Voilà, au large public. Exactement. Alors vous avez aussi une formation en technicien, donc en gestion graphique, c'est cela? Technicien supérieur en art et industrie graphique. Oui. Voilà. Enfin, je suis un infographe. Et c'est moi qui ai créé le logo de notre entreprise, ainsi les images qu'on publie sur notre page Facebook et dans d'autres annuaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces TIC, ces nouvelles technologies de l'information, de la communication. Vous-même, vous baignez dedans depuis déjà bien longtemps et vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment vivre sans. En et plus, toutes les sociétés doivent aussi... Ça donne la possibilité de prendre des risques. Donc, ça donne la possibilité aux jeunes de créer leur propre emploi. Donc, c'est intéressant. Oui. Et le fait d'avoir été, par exemple, à ce salon, vous avez rencontré du monde. On a rencontré plus, on s'est plus concentré sur les nouvelles sociétés, sur les nouvelles créations. Il y avait des gens qui ont fait des nouvelles applications, des nouvelles plateformes pour aider un peu la recherche d'emploi ou bien même pour aider un peu les cités, les wilayas. Donc, à émerger un peu plus. Voilà, exactement, à un échange d'informations, etc. Donc, il y a beaucoup de plateformes et de solutions donc, qui se créent. Malheureusement, c'est pas encore développé, mais ça commence. Donc, c'est un bon début. Avec notre invitée précédente, nous avons parlé justement de la gestion de l'eau et des concours destinés aux universitaires qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, l'Envredette va justement encadrer des jeunes porteurs de projets dans l'innovation et l'intelligence artificielle, justement. Voilà, exactement. Donc, ça commence à s'intéresser vers les jeunes, etc., qui ont des idées créatives. Donc, c'est ça qui donne de l'espoir pour évoluer, pour développer, pour créer, pour être créatif, etc. Votre société est une société aussi qui donne des opportunités, qui offre donc des prestations de services. Des prestations, effectivement. Des produits aussi. Oui, par exemple les produits Microsoft, Kaspersky, ainsi les systèmes d'exploitation par rapport aux autres
système, il y a toujours une simplicité par rapport à d'autres techniques. Donc, si on prend par exemple Microsoft Windows, il est partout en Algérie, on travaille avec. Mais il y a d'autres systèmes d'exploitation qui sont plus simplifiés que ça. Par exemple, Linux, afin de rendre le système cloud plus accessible et de mettre leurs fichiers dans le cloud. Donc, je pense que le truc qu'on propose aux sociétés, déjà, ils ont trouvé que c'est un truc intéressant. Ils ont dit, voilà, c'est ça qu'on veut, afin de protéger nos données. Voilà. C'est vrai que c'est plein de systèmes, hein. Voilà, Chacun sa façon aussi d'expliquer. Aujourd'hui, les systèmes de cloud, c'est aussi révolu. On est passé à autre chose aujourd'hui. Effectivement, oui. Avant, on stockait nos données sur des disques durs, on stockait nos données sur des disquettes, voilà, effectivement, oui. Mais maintenant, non. Parce que ça va très vite dans l'informatique. Effectivement, oui. Et en plus, le développement, on n'a pas vu passer. Si on prend 10 ans avant, tout ça, enfin, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'était limité. Donc maintenant, avec l'accélération de la technologie, avec la 5G déjà qui va être disponible en Algérie. On a accès à nos informations, nos données on a accès partout. Rapidement et partout. Et c'est ce qui est bien, c'est que même si vous achetez une offre par rapport à un cloud, parce que ça dépend, il y en a plusieurs, donc il vous donne la possibilité de stocker et de sécuriser vos contenus afin d'être, voilà. Protégé à vie. Vous avez un téléphone aujourd'hui, la télécommunication. On reçoit des informations, on peut bloquer facilement notre téléphone. Exactement. À cause d'un virus. À cause d'un virus, à cause du phishing, c'est des virus email qui viennent par email, c'est des spams, etc. Donc qui peut, même il y a des spams qui t'enlèvent des unités, ils t'enlèvent de l'argent. Donc exactement, il y a des risques. Donc le métier du digital est risqué, mais c'est meilleur que le physique et tout. Donc le but c'est de dématérialiser un peu dans les entreprises, etc. Parce que maintenant il y a le coworking, il y a les sociétés qui travaillent tout dans le cloud. Aujourd'hui, avec la pandémie, tout le monde était obligé de faire du télétravail. Donc il fallait faire du télétravail. En fait, c'est ça qui a fait un peu un boost pour les entreprises. On voit maintenant beaucoup d'entreprises qui se penchent vers le cloud, qui se penchent vers le l'idée du matériel, des PC, etc. Ils veulent tout mettre dans les Google Suite, dans les Microsoft, dans les Outlook, tout dans le cloud. Et vous pensez que ça sera fait dans quelques temps? Ça sera fait, exactement. Beaucoup pensent on va dématérialiser le tout? Voilà. Non, pas le tout, parce qu'on garde un peu les serveurs, on garde les trucs les plus importants, voilà, le nécessaire. Mais les petits trucs, c'est bien de dématérialiser parce qu'on peut travailler dans le coworking, les commerciaux peuvent travailler à domicile, le comptable peut travailler à domicile, donc il y a maintenant même On a un problème aussi de stockage de données, donc il faut absolument avoir les super ordinateurs. On en a combien ici en Algérie? Les super ordinateurs pour... Des serveurs? Oui. Qui stockent les données. Ça commence on a trouvé dans le salon déjà beaucoup... On a rencontré des gens qui font dans le local, qui font des serveurs d'hébergement des sites web, etc. Mais local, c'est pas... Donc, au lieu d'utiliser des fournisseurs étrangers, ils commencent à faire dans le local. Donc, c'est ça qui est bien. Ah, très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour votre projet et surtout votre société qui a un bel avenir devant elle, donc la société, et j'espère vos prestations de services, tous ceux qui s'intéressent à l'informatique et surtout qui veulent protéger absolument leurs données. Effectivement. Un dernier mot? Merci déjà pour cette belle rencontre. Ça nous fait vraiment plaisir de parler de notre société, malgré qu'elle est petite, mais comme on dit, small business, big business. Voilà. Donc voilà. Très bien. Dernier mot pour vous? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc on remercie tout le monde. On remercie aussi même les opportunités qu'on a dans les salons, dans les événements, etc. Ça aide à faire des rencontres, ça aide à faire des échanges, etc. Donc merci beaucoup pour ça. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. On m'a dit par contre que vous aviez... Votre papa est donc plombier. Oui, effectivement. Et vous auriez pu hériter de ce métier. C'est un beau métier aujourd'hui, très convoité. Exactement. Effectivement, oui. Déjà, c'est grâce à mon père que je me suis ouvert à ce domaine. Parce qu'il me ramène toujours des revues et tout. Il me dit, voilà, lis ça, ça va t'intéresser après et tout. Il me poussait. On va dire, il me poussait. Donc, un bel hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. En tout cas, bonne chance à vous. Merci beaucoup, madame. À très bientôt. Bon courage pour ce que vous faites.
faites au quotidien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre cet extrait. Il était une fois Bonjour d'Algérie. Rappelez-vous, c'est une rubrique qu'on a l'habitude donc de vous passer dans Bonjour d'Algérie. C'était donc des basketteurs américains qui étaient venus sur notre plateau. Regardez, on se retrouve juste après. Je crois Amman, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. Cette fois-ci, vous terminez avec l'Algérie et vous allez pour cela rencontrer d'autres athlètes. We know that your international visit or tour included Amman, Egypt, Tunisia, Morocco, and then Algeria. Que vous apporte cette tournée sportive What et does this culturelle? tour bring new to you? Basically, I think it brings just the opportunity to share the experience of being in different countries and learning about a different culture. Like I like to say that we're basically on different parts of the globe, but basically we're all the same types of people. And it's just amazing to get the opportunity to learn more and more about different cultures. Essentiellement, ce programme nous donne l'opportunité de connaître et de connaître plusieurs cultures à travers le monde. Et vous savez très bien que nous sommes des êtres humains similaires. Très bien. Et vous avez justement, grâce à ce programme, pu passer des journées, puisque vous êtes arrivé le 17 février. Donc vous avez eu tout un programme avec des équipes nationales. Vous êtes parti même à Ouargla, rencontrer des écoles de basketball là-bas sur place. Thanks to this program, you guys had the opportunity to meet several peoples, including schools of basketballs. Qu'est-ce qui veut parler, par exemple, de sa rencontre là-bas à Ouargla, lors de ces journées que vous avez passées avec Can you tell us a little bit more, one of you guys, about your trip in Ouargla? Well, Ouargla was absolutely wonderful. We went out, played with the kids. They were very energetic, very enthusiastic. We also got to play with the club team down there. And not to mention, we went out to the desert and had meshwi, which was very delicious. Notre visite à Ouargla a été très merveilleuse. Je pense que les enfants là-bas étaient énergétiques, enthousiastes, et nous avons eu l'opportunité de jouer avec le club local. Et bien sûr, nous avons eu du meshwi et nous aimons ça. Donc, on sait aussi que vous avez rencontré l'équipe nationale de basketball et donc vous avez pu échanger quelques moments avec eux. Vous vous êtes entraîné avec eux. Donc, comment ça s'est passé? We know also that you guys met the national team, and we know that you had the opportunity to exchange moments with them. So, what do you think about the team? I think the moments were great. I had one particular player on the team that I was a huge fan of. He was a great guy. He said he played in France before. And I thought the team altogether was very talented. We played with the younger team. So here in Algeria, they definitely have a bright future because those guys, they were really, really good. And unfortunately, we lost, but still, we had a great time. And everybody, the kids and everybody that came out, they were great. Vous savez très bien que ces moments étaient très fructueux pour nous. Et comme par exemple, moi, personnellement, je suis devenu un fan. Et je peux vous citer un joueur dans l'équipe nationale. Il m'a dit qu'il il évoluait en France. Et je pense qu'il est talentueux comme l'équipe. Et vous savez très bien, on a eu un petit match hier et nous avons perdu, mais c'était juste... C'était juste pour le... Nous ne venons pas à toi, c'est toi qui viendras à nous. Le basketball américain est en effet venu à nous à travers ses deux joueurs et ambassadeurs, Omari Faulkner et Cortland Freeman. Tous deux universitaires faisant partie de l'équipe de basketball de l'université de Georgetown, Washington, D.C., ce sont des envoyés culturels qui font partie d'un programme appelé Culture Connect. Ce programme est parrainé par le département d'État. Faulkner et Cortland sont appelés à faire des tournées internationales. La tournée actuelle a été consacrée aux pays arabes. Les deux joueurs se sont rendus à Amman, en Égypte, la Tunisie, puis le Maroc, pour enfin clore leur tournée en Algérie. Regards attentifs fixés sur le jeu de l'équipe nationale algérienne de basketball, Freeman et Faulkner ont assisté à l'entraînement de notre équipe qui a eu lieu à la salle de sport de Hydra. Ces deux basketteurs restent optimistes quant au niveau de jeu de nos basketteurs algériens qu'ils trouvent dynamiques et très techniciens. Faulkner et Freeman espèrent une très prochaine rencontre Algérie-États-Unis.
peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Voilà, c'est le moment de retrouver la rubrique de Nessiba Jaïdir, la rubrique Mosaïque que vous retrouvez chaque mercredi matin. Aujourd'hui, l'espace est à nous, les femmes, n'est-ce pas? Bonjour Nessiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mercredis pour vous faire voyager dans le monde de la couleur et rien que de la couleur. Exactement. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'espace, on va encore reparler de la femme, puisque le mois de mars, c'est aussi la journée de la femme, tout au long du mois. Absolument. Alors, cap sur Dar Abdel Taif, une exposition signée par Neriman Ghlamla, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Bienvenue. 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 Alors, vous exposez à Dar Abdel Taif, dans ce lieu d'art et d'histoire, depuis le début de la semaine, ou la semaine dernière plutôt. La semaine dernière, c'est la deuxième semaine, depuis le 8 mars, justement, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Oui, permettez-moi aussi de présenter aussi notre invitée, qui est Madame Nadia Shriyat. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci, bonjour Amel, bonjour tout le monde. Je ne mentais pas quand je disais que tout le mois de mars, c'est aussi destiné à la femme. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'activités au niveau donc, du Palais de la Culture, au ministère, organisé par le ministère de la Culture. Absolument. Nadia Shriyat, vous êtes la représentante du ministère de la Culture, vous êtes la conseillère donc, auprès donc, de Madame la ministre de la Culture. Merci. Et on parlera bien sûr de l'entrepreneuriat féminin dans un moment. Bien entendu, merci. En tout cas, marhaba. Merci. Voilà. Merci à vous. Donc Nessiba, vous voyez, on va parler beaucoup donc, de la femme, on va parler la femme est à l'honneur tout au long du mois de mars. Absolument. Alors je reviens vers vous, Neriman Ghlamla. Vous exposez depuis le 8 mars à Dar Abdel Taif une exposition qui vous tenait à cœur. Oui, parce que cette exposition, je devais la faire il y a déjà une année. Elle ne s'est pas faite pour les raisons qu'on connaît tous. Et enfin, elle est en ce moment à Dar Abdel Taif depuis le 8 mars et elle continue jusqu'au 24 mars. Et je suis là-bas pratiquement toutes les après-midi pour les gens qui veulent venir voir mes œuvres et me rencontrer. Ouais. Alors, vous êtes ingénieur halieutique de formation et vous êtes titulaire aussi d'un DES en management. Voilà, et stylisme modélisme. Mais vous êtes passionné d'art, vous avez laissé tout tomber pour vous consacrer à votre passion. Alors ce déclic pour la peinture est venu comment? Depuis mon enfance, je ne me rappelle pas avoir commencé à un âge bien particulier parce que déjà il y avait mon père, l'Armo, qui dessinait, qui faisait de la peinture, qui sculptait. Donc moi j'ai baigné dedans toute petite et puis ça ne m'a pas quittée. Je dessine tout le temps, même au lycée, aux marges de mon cahier, il y a des, des petits grabouillis et tout. Des dessins de récitation, j'imagine, c'était vous? Et puis, ça ne m'a pas quittée. La peinture a été là par intermittence parce que, il y a eu on a d'autres vies, ma vie d'épouse, de maman. Oui, donc, et puis, j'ai décidé de revenir dessus il y a quelques années déjà. En autodidacte? Oui, en autodidacte. Et est-ce que vous avez eu à fréquenter des ateliers de peinture ou prendre des cours quelque part? Écoutez, j'ai fait des résidences à l'étranger. J'ai fait des résidences artistiques? Artistiques, oui, à l'étranger. Et j'ai fait 2 ans autant que auditrice libre aux Beaux-Arts d'Alger. J'étais dans les ateliers de M. Larouk et j'ai fait de l'histoire de l'art chez M. Ferrochi, Nordin Ferrochi. Voilà, Nordin Ferrochi, et puis Yahya et tout. Donc j'ai un peu fréquenté. D'accord. Et là, vous vous consacrez à votre peinture, à votre actif, plusieurs expositions personnelles. Notre première rencontre, c'était à Mustafa Kateb, au centre culturel Mustafa Kateb, géré par Art et Culture. Et le thème, c'était la chaussure. La chaussure, c'était Tebak, je crois. Oui, c'était à Tebak. Oui, voilà, c'était une exposition. C'était alors 2e ou 3e. D'accord. Et ensuite, il y a eu d'autres expositions collectives, aussi bien au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à la Galerie d'Arbaya. Exactement. Chez Elias Rifati, à la Galerie d'Art Yasmine, en collectif. Exactement, en collectif. Voilà, et cette fois-ci, c'est en solo que vous Voilà, exposez. En solo. J'ai décidé de le faire toute seule. C'est ma 2e exposition en solo. Et puis là... je me suis amusée. On va découvrir d'ailleurs, tout de suite, sans plus tarder. Bien sûr, on va se faire plaisir. On va voir donc cette belle exposition qui est en ce moment même au niveau donc, de Dar Abdel Taif. Regardez, c'est signé Neriman Ghlamla.
C'est à Dar Abd el-Taif qu'elle expose ses œuvres d'art. Son exposition, elle a intitulé Simulacre. Une exposition dans laquelle Neriman Ghlam-Allah y a mis toute son énergie et sa passion. Une passion pour l'art qui vit en elle depuis bien des années. En autodidacte, cet ingénieur halieutique de formation avance et explore dans un monde bien à elle. Une vision, une réflexion, dans une démarche artistique en perpétuelle évolution. J'ai envahi un peu le palais, j'ai commencé par le jardin avec une installation de Qardoun. J'avais envie de tisser le lien avec ce beau palais, plein d'histoires. Et puis à l'intérieur, j'ai divisé mon espace en 3 espaces. J'ai mis une ambiance assez particulière dans celui-ci. J'ai mis quelques œuvres à l'envers pour un peu percuter la pensée de mon visiteur. Et puis j'ai une voûte qui est occupée par la rediffusion en boucle de ma vidéo. Cette exposition lui tenait à cœur. Neriman y a travaillé en donnant libre cours à sa créativité. Elle a laissé parler son imaginaire avec en toile de fond bien des émotions. Des émotions à partager dans ce lieu d'art et d'histoire. Le monde qui l'entoure, elle l'interprète à sa manière. Dans son langage plastique, des tonalités, des textures, avec un jeu de matières et de couleurs. De ces rencontres et ses découvertes, l'artiste met en marche son imaginaire. Des travaux artistiques d'un très bon niveau, des travaux que j'ai beaucoup appréciés, l'artiste raconte son art avec beaucoup de sensibilité. Elle a une palette riche et colorée. En fait, elle s'est forgé son propre style. Habitée par l'envie de créer, elle libère ses forces créatives en utilisant différentes techniques. Avec ses sentiments et ses émotions du moment, elle se laisse guider par son inspiration. Dans une gestuelle en action, des formes et des couleurs. Des couleurs savamment travaillées dans un espace plastique bien aménagé. Un espace plastique qui reflète l'univers intérieur de cet artiste. Des questionnements, des suggestions pour interpréter ce que l'on voit et l'on ressent dans cette exposition. Madame Neriman Ghlam-Allah, c'est une artiste très sensible qui a apporté quelque chose. Moi, personnellement, j'étais très séduit par sa production. Et puis, elle laisse celui qui regarde cette exposition, ses œuvres, réfléchir. Voilà, réfléchir comme il l'entend lui-même. Alors qu'il y a des situations tout à fait différentes dans l'art plastique. Nous avons réalisé une belle chose avec elle, une belle exposition qui a amené beaucoup de monde. Et puis ça fait partie aussi de la reprise des expositions d'art plastique avec des talents nouveaux, avec des personnalités nouvelles. Dans le jardin de Dar Abd el-Taif, une installation. Une installation où Neriman Ghlam-Allah laisse libre cours à son imagination. À ciel ouvert, le Qardoun, un ruban de tissu authentique et bien ancré dans nos traditions pour le lissage naturel des cheveux. Un ruban magique qui nous attire, nous questionne, nous rappelle tout un rituel et bien des souvenirs. Voilà, une très belle exposition qui nous amène à découvrir et à redécouvrir à Dar Abd el-Taif. Alors, une belle exposition signée par Neriman Ghlam-Allah qu'on a le plaisir de recevoir ce matin. Neriman, c'est une exposition, je le disais tout au début, qui vous tenait à cœur. Alors,
Ce n'est pas une rétrospective, il y a des anciennes œuvres, des nouvelles, et c'est une exposition que vous avez intitulée Simulacre. Exactement. Bon, alors il y a des... C'est une petite, mais alors une mini rétrospective, hein, parce qu'il y a des tableaux que j'ai revisités. Alors du coup, même si c'est 2012, c'est revisité 2018, 2020. Donc, et que j'ai nommé Simulacre par rapport au monde des apparences. On n'est qu'apparence et on ne donne que ce que les autres veulent bien voir. Donc, et pour cela, j'ai ramené des accessoires qui sont dans l'illusion, dans ce monde-là. Et on a vu des miroirs, on a vu pas mal de choses. Exactement. Alors voilà, j'ai fait une installation de miroirs. Et c'est les miroirs parce que c'est un monde d'illusion, c'est l'image dans l'image, c'est l'immatérialité. Et le but aussi, comme les voûtes sont assez petites, j'avais envie de donner un petit peu d'espace. Et du recul. Et du recul surtout. Et surtout, j'avais envie de donner une petite ambiance, une petite scénographie intimiste par rapport aux glaces, à l'installation de miroirs que j'ai mise. Et par rapport, j'ai couvert l'autre mur de tissu et ainsi mes œuvres sont reflétées dans le miroir. C'est ce qu'on a pu voir aussi, voilà. Même dans le reportage. Voilà. Et puis l'accrochage. Alors là, c'était quand même oui, là-bas, oui, exactement. C'est décalé, l'accrochage. On pouvait voir des œuvres. Il y a des œuvres qui ont été accrochées à l'envers. Bah justement, c'était dans le même cheminement. C'était dans le même cheminement, la glace de la glace, et puis avec cette réflexion, je dirais double réflexion propre et figurée. Donc, et puis j'avais envie que le visiteur, quand il vient, je voulais pas trop choquer. Heureusement que j'ai pas mis toutes mes œuvres à l'envers. J'en ai mis certaines. Oui, quelques-unes. Voilà, quelques-unes. Il y a une interactivité, hein, exact. Absolument, parce qu'il faut regarder, il faut se mettre dans une position telle, il faut voir le tableau, il faut se tourner. Ah oui, j'avais envie de faire tordre le cou à tout à fait. Enfin, j'avais envie en mettant mes œuvres à l'envers, déjà que le visiteur s'arrête. Voilà. Parce que ça interpelle. Ça interpelle. Parce que cette passivité, quand il passe, il regarde à peine. J'avais envie qu'il s'arrête déjà, qu'il se questionne et pourquoi l'œuvre est à l'envers et pourquoi le cartel est à l'envers aussi. Il y a des œuvres qui suggèrent, qui questionnent. Je voulais, enfin, c'est un travail que je suis en train de faire depuis bien longtemps. Il y a toute une réflexion. Je l'ai faite ce travail, je l'ai fait avec mes élèves. J'enseigne dans une école privée. Oui, c'est bon de le rappeler. Voilà, et je me suis amusée avec mes élèves avec un tableau, à le basculer à droite, à gauche, à le mettre dans toutes les inversées, donc toutes les positions, pour chercher une image qui était potentiellement là, mais qui n'a pas été vue à l'endroit. Donc, c'est-à-dire libérer l'imaginaire. Carrément. La matière, alors vous la travaillez, il y a de belles couleurs, il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière. Il y a de la luminosité. Oui, il y a et l'influence des quelques expressionnistes qui vous ont influencé, particulièrement Neriman. Oui, moi j'adore Soutine, Shem Soutine. Voilà, j'aime bien le monde de Kokoschka, j'aime bien. C'est les expressionnistes, moi je les adore. C'est des esprits torturés, c'est des esprits qui sont complètement entiers. Et pour revenir à ce qui est à l'envers, c'est aussi, je voulais laisser cette approche narrative, parce que moi je suis pratiquement dans la narration, oui, vous racontez dans l'attitude, c'est-à-dire aller au-delà de l'approche narrative et au-delà et en inversant mon tableau, j'avais envie que le spectateur voit plutôt la qualité picturale, qui s'intéresse à autre chose que le sujet lui-même, c'est-à-dire me décharger du représentationnel. Carrément bien, vous vous déchargez du sujet en fait. Voilà, exactement. En tout cas, l'exposition est toujours en place, on aura l'occasion de la visiter avec bien sûr toutes ces curiosités et toutes ces belles choses à voir. Nessiba, vous nous avez fait découvrir aussi une belle exposition, c'était la semaine dernière, on en avait parlé, c'était au Palais de la Culture avec une exposition dédiée à la femme. Absolument, on en a parlé, j'ai consacré toute ma rubrique à cette exposition de peinture consacrée aux femmes, des artistes femmes qui ont beaucoup de talent aussi. Et voilà, Nadia Chériette, vous êtes là pour nous parler un petit peu de toutes ces activités que vous avez initiées dans ce contexte-là, donc de la journée de la femme, mais pas que, avec la réouverture donc des activités culturelles. C'est très actif en ce moment, on va dire. Merci Amel, merci Nessiba, merci
donc à notre peintre, Narimane. Eh bien, le ministère de la Culture et des Arts, à l'instar des autres secteurs ou bien de toutes les entreprises en Algérie, a initié un programme dédié à la Journée internationale de la femme. Cette fois-ci, on a choisi, peut-être que ce 8 mars se distingue par cette thématique qui est portée sur la femme dans les processus de l'entrepreneuriat, production culturelle et investissement économique. Exactement. Donc, qu'est-ce que peut ramener la culture à l'économie nationale? On a choisi, on a fait une petite sélection, on a essayé un petit peu de donner une autre vision à ce 8 mars, je dirais à l'entrepreneuriat féminin, à ces jeunes qui viennent de débuter. On a essayé un petit peu de toucher deux générations, une génération qui a déjà commencé dans l'entrepreneuriat, ça fait longtemps, et d'autres bien sûr qui viennent aujourd'hui, ce qu'on appelle des start-up au féminin, des jeunes qui se lancent dans cette perspective, qui se lancent dans, je dirais peut-être aussi, c'est une aventure, parce que pour elles... Des femmes très courageuses, qui ont beaucoup de potentiel. Absolument, voilà. on a découvert beaucoup de jeunes, celles qui travaillent dans le salon, celles qui travaillent dans le design, celles qui travaillent on n'a pas fait de prêt-à-porter, mais plutôt on a essayé un petit peu de différencier entre l'artisanat, on reste dans l'artisanat d'art, le ministère de la Culture œuvre pour l'artisanat d'art, qui est le design. On découvre aussi des designers comme Rima Azi, comme Mouna Boumaza, elles sont beaux-artistes. Et elles ont ouvert leur propre atelier, donc qui fabriquent des meubles. Oui. Des architectes aussi. Des architectes aussi. On a eu un petit peu toutes des architectes, des médecins, des avocates qui se sont lancés vraiment, des informaticiennes, des profs d'anglais, profs de français qui se sont lancés vraiment dans une autre ère, dans une autre optique. Et soit par passion. Il y a d'autres femmes qui font ça pour, je dirais, pour faire leur situation financière, par passion, parce qu'elles aiment ça. Et puis, on a aussi créé un autre espace dédié aux arts de la scène. C'est un autre monde, aux arts de la scène, et donc le théâtre, la scénographie, la chorégraphie, la littérature, bien sûr on a fait un autre à la littérature, et automatiquement on a pensé aussi aux femmes traiteurs qui se sont lancées, parce que très bien, il y a un petit peu deux modèles de femmes traiteurs qui à la maison, qui travaillent et qui vendent, et d'autres qui ont carrément monté leur propre entreprise. Voilà. Ça peut être des sœurs, ça peut être des cousines, ça peut être... Et puis ces jeunes, une jeune qui a monté, très jeune, qui a monté son entreprise pour orienter une start-up, pour orienter les femmes, pour les encadrer. Il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre de décision, qui ne peuvent pas aller au-delà. Il faut être manager, bien sûr, et n'est pas manager qui veut. Donc c'est tout un apprentissage qui, bien sûr, doit être nécessaire. Alors, tout ceci, on va le voir en image, puisque Maya Amrani a réalisé ce reportage, était sur place. Regardez, ça s'est passé, bien sûr, la semaine donc, du 6, du 7 et du 8. C'est cela 7, 8, 9, voilà, au niveau du Palais de la Culture, ça s'appelait l'entrepreneuriat féminin. Regardez, c'est un sujet signé Maya Amrani. Au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un espace de rencontre et d'échange pour la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, la production culturelle et l'investissement économique. Organisé par le ministère de la Culture et des Arts, cet événement regroupe une cinquantaine de femmes venues des différentes wilayas d'Algérie. La jeune artiste peintre, Iman Belhadj, s'est convertie à la scénographie, les effets spéciaux et le costume. Après avoir fait mes études à l'université, j'ai un master en économie internationale. Après, j'ai tout arrêté pour faire l'école des beaux-arts et j'ai fait spécialité peinture. Et ce qui m'a poussé justement à travailler, à faire des recherches sur le make-up, j'ai commencé par le maquillage effets spéciaux. Et puis les costumes, la création des costumes et de la scénographie. Et maintenant, je travaille avec le théâtre, le cinéma, dans tout ce qui est costumes, accessoires, maquillage effets spéciaux. Toujours dans le domaine de l'art,
Spécialiste en maquillage artistique et coiffure, Hedia reproduit les visages sur toile. Alors, je suis une jeune femme entrepreneur donc reconvertie depuis bientôt 4 ans. Je suis dans le domaine donc, du maquillage professionnel, notamment artistique. Très heureuse d'avoir été associée à cet événement pour représenter et promouvoir le maquillage artistique en Algérie à travers ses tableaux et ses réalisations sur des modèles algériens, donc plusieurs structures de visage. On représente le maquillage dans différents domaines, donc que ce soit destiné donc, au monde du cinéma ou du théâtre. Designer passionné par la restauration et le recyclage des vieux tapis et du hambel, Jemila Tazir œuvre pour la conservation de notre patrimoine. Porteuse d'un savoir-faire dans le recyclage et la broderie, Rezira vient de Tizi Ouzou et nous donne un aperçu de son talent. Moi, je fais tout. Je fais la broderie, toutes les qualités de la matière première. Je fais sur le cuir. Je fais des babouches, des accessoires, des ceintures et tout, la broderie sur le cuir. Et je fais le recyclage des vieilles couvertures anciennes. Tellement c'est le tissage, c'est tissé à la main, c'est la qualité, c'est la pure laine. Moi, je coupe les couvertures, je transforme au cachavia. Je présente Rose-Marie Gomchi, originaire d'Allemagne, mais 45 ans à Alger. Je suis algérienne. J'ai commencé il y a de longues années de ça, avec des chutes de tissus que les amis couturiers me passaient. Et moi, je réfléchissais comment on peut le transformer. Chutes de guipure, découpées et recousues, les poupées de chiffon. Oui. Vous voyez ma collection des poupées traditionnelles. Oui. Je m'amuse. Méziane, Louisa, Dahman et Aïcha. C'est ma façon, à mon âge, de jouer à la poupée. C'est une micro-entreprise qui prépare des plats ainsi que des gâteaux traditionnels, comme vous voyez. Et on travaille sur commande et on fait les livraisons, bien sûr. On travaille avec des sociétés, des marchés, bien sûr. Et voilà, avec des particuliers. Voilà. On travaille dans le cadre de l'enseigne. Voilà. On aimerait bien faire une extension, recruter beaucoup de gens pour créer de l'emploi, voilà, surtout pour les jeunes. Donc je suis cœliaque, c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une pâtisserie et boulangerie sans gluten. Ce salon, riche en participation, se place dans une optique de valorisation et de mise en avant du talent créatif des femmes entrepreneurs. Dans l'art floralier, justement, regardez donc toutes ces belles choses à travers ce reportage. Et on parlait de toutes ces femmes qui ont du caractère. On a reconnu pas mal de têtes. Oui, toutes ces personnes qui nous accompagnent régulièrement, qu'on rencontre aujourd'hui, qui sont passionnées. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas? Oui, Amel, effectivement, c'était très riche, très varié. On a découvert des talents, on a découvert des femmes qui se battent pour exister, pour se placer, donc je parlerai aussi un petit peu des femmes éditrices, des maisons d'édition. Oui. Je parle de la maison d'édition Kalima, la maison d'édition Livresque, la maison d'édition Brise, et cette jeune, Kalima aussi, et cette jeune, je parle de Yamanda Akroun, cette jeune qui a écrit un livre, elle n'a que 24 ans, elle est ingénieure, elle a écrit un livre, donc compte d'auteur, toute seule, sur les proverbes populaires. Oui. Money used to say. Ouais. Alors, elle a pris tout ça de chez... Elle a fait un tollé sur les réseaux sociaux, en tout cas, hein, vraiment.
beaucoup pleine de vie, pleine de dynamisme, pleine de bonnes idées. On a touché aussi au théâtre, donc aux coopératives théâtrales. Elles veulent être bien sûr accompagnées par le ministère de la Culture et des Arts pour un petit peu trouver, disons, je dirais, l'opportunité de s'exprimer. Et là, on a touché aux conférences. On a une conférence par Feriel Gasmi Issiachem, qui a fait une conférence sur le design, levier sociaux pour accompagner l'entrepreneuriat féminin et l'économie nationale. Donc elle a dit design, levier socio-économique puissant pour l'Algérie. On a invité aussi une femme universitaire qui est la directrice de la chambre d'artisanat et les métiers de Ouargla, Rokhaya Ben Krima, qui travaille sur les dérivés du palmier et qui fait carrément de ça de la vannerie. Et qui a une entreprise, je dirais une entreprise... Belle entreprise, florissante aujourd'hui. Elle travaille d'une manière... Elle est très active, donc à l'université, dans le milieu social, dans l'entrepreneuriat. Elle travaille avec des pays à l'étranger parce que elle a présenté Vendre l'image, bien sûr, de l'Algérie, la culture de l'Algérie. Tout à fait, absolument. Et donc aussi, on a eu une autre qui a travaillé sur Madame Ouyed, qui a une école privée qui s'appelle Studio 21, qui est sur la photographie d'art ainsi que tout ce qui est audiovisuel. C'est elle qui forme. Elle a donné aussi une conférence. Madame Faiza Mamri, l'école de danse. Ouais. Artissimo aussi. Oui, Artissimo aussi. Et puis Madame Tounes Etali, elle a aussi donné elle est metteur en scène, elle a donné aussi une conférence. Comédienne, metteur en scène. Assez riche et diversifié. Assez riche, diversifié, on a beaucoup appris. Il y a d'autres, donc ça nous ouvre des horizons. Ça nous donne des idées pour pouvoir un petit peu aller encore vers d'autres expositions aussi avec une thématique et aller vers ouvrir l'opportunité pour ces femmes. Parce qu'elles font, elles sont toujours innovatrices, je dirais. Elles sont là pour l'innovation et l'innovation. Exactement. Elles voudraient être aussi, certaines d'entre elles souhaiteraient être managées aussi. Absolument, absolument. C'est bien de. C'est pas toujours évident de se consacrer en même temps à son art et essayer d'avoir un regard sur le ministère de la Culture d'ailleurs. Être managé, c'est bien. Tout à fait. Voilà. Oui. Et puis cette interaction entre les deux générations. Parce qu'il y a cette génération ça fait longtemps qui a commencé, etc. Et puis pour cette nouvelle génération, et puis il y a eu cette rencontre qui a eu beaucoup d'impact, qui a eu beaucoup de. Elles étaient vraiment, moi je dirais les participantes, elles étaient vraiment émerveillées par la thématique. Ils ont dit que ça nous change. Ce n'est pas d'habitude, le 8 mars passe d'une manière. Là, ça a été différent. Ça a été des rencontres, des échanges, absolument. Un partage aussi entre toutes ces artisanes, toutes ces exposantes, je dirais. Et on vous sent passionné parce que vous en parlez avec tellement de cœur. Vous les avez maternés, vous les avez aussi beaucoup appréciés. C'est une famille aujourd'hui que C'est une famille, c'est une famille. Et puis on revoit un petit peu, il y a des personnes et des femmes qu'on connaît. Des fois, elles changent d'activité. Des fois, il y a d'autres qui n'ont pas pu se présenter parce que continuer, etc. pour diverses, comme on dit, causes. Et on a fini par une soirée à l'Opéra. Donc le 7, 8, 9, c'était les expositions. Le 10, on a fait notre clôture par des troupes féminines. Extraordinaire. On les a. Voilà. On les avait diffusées. C'est une manière aussi d'encourager. C'est une manière aussi d'évaluer, d'un petit peu d'évaluer, donner de l'importance, donner de la considération à ces femmes qui sont des troupes féminines venues de Annaba, de Ouargla, Khawlen Limzad, un instrument qui est classé dans le ancestral par l'UNESCO. Et puis aussi, surtout, ça nous donne aussi des idées
pour pouvoir un petit peu aller vers peut-être un classement, je dirais national, pour travailler sur cette troupe féminine, avec le chant, avec les paroles, avec l'habit, avec les instruments. Donc tout un En tout cas, on sera appelé à en reparler, bien entendu, Nadia Chriot, puisque beaucoup d'activités sont à l'honneur en ce moment. On en en a beaucoup parlé avec Challenge Tarafat Challenge Up, bien entendu. Et puis on va donner le dernier mot à notre invitée, à l'invitée de Nasiba. Voulait rajouter quelque chose Oui, bon, juste pour dire que bon, il y a eu aussi une installation de Qardoun au niveau du jardin du palais. Assez original. Voilà, bon, c'est une installation où j'avais envie de faire, d'immerger mon spectateur à l'intérieur. Bon, il a joué le jeu, là, le public il a été formidable. Ils sont passés entre les méandres du Qardoun. Ce ruban que toutes les femmes connaissent bien, d'une certaine génération. Voilà, quand même, j'ai utilisé 27 de Qardoun. Ah oui, j'ai tissé des liens en fait avec le jardin, avec le merveilleux petit palais, exactement. Et puis j'ai ma vidéo du Qardoun aussi, mais c'est au-delà du Qardoun aussi, parce que c'est une ronde de 7 filles, tout un symbole de plénitude, de totalité, de transmission. C'était surtout transmission générationnelle. Générationnelle, et pas que pour le Qardoun, mais c'est très symbolique et très l'élévation. Je me suis intéressée aussi au mouvement, donc cette élévation, les spirales, tout ce qui ramène de la quiétude. Absolument. Et par votre installation, vous avez voulu aussi donner une touche moderne entre tradition et modernité, une touche moderne au Qardoun, qui est dans nos traditions. C'est un rituel qui n'a pas eu l'occasion de mettre le Qardoun dans sa chevelure. Voilà. On va se quitter avec vos tableaux et avec une belle musique. Merci beaucoup, mesdames. Merci Nasiba, merci donc d'être venue. Bonne chance. Nadia, merci beaucoup. À très bientôt, Madame Nadia Chriot, donc du ministère de la Culture. Et bien on vous dit, voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on rappelle que notre sponsor officiel, c'est donc Coral Peinture. On vous laisse avec cette belle, on va dire, collection de peintures de notre invité Nariman, donc Rolamlah. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Demain, Oran, Iman Mahrougras. Au revoir.